Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Vous êtes bien sur la télévision Futur Média et c'est l'heure du journal. Au sommaire de cette édition, état de catastrophe à Tambacounda après les pluies diluviennes dans cette zone orientale du Sénégal. Les dégâts sont énormes, les populations dans le désarroi, les secours s'organisent. Autre titre de cette édition, des membres de la société civile réagissent aux propos du chef de l'État. Ils sont en phase avec lui après son discours jugé rassembleur et pour la paix sociale. Polémique au Grand Théâtre de Dakar après une note de service controversée. Elle interdisait greffage et dépigmentation au personnel du Grand Théâtre face au tollé suscité. La mesure vient d'être rapportée par le directeur général Serigne Gueye Fall. Notre reporter Habib Faye nous en dira plus dans ce journal. Et puis en sport, un lion de plus en Première Ligue. El Hadji Malick Diouf, c'est son nom. Il va évoluer à West Ham la saison prochaine en Angleterre. Dans un instant, le développement de tout ceci. Je vous l'annonçais en titre, les fortes pluies qui se sont abattues ce lundi à Tambacounda ont occasionné beaucoup de dégâts. Plusieurs maisons sont sous les eaux et les quartiers complètement coupés du reste de la ville. Une situation qui plonge les populations impactées dans le désarroi avec leur appel au secours. L'élément n'est pas encore en place, nous y reviendrons en cours de journal. Et puis l'examen du BFM 2025 à Bambey, d'abord avant Bambey, les chiffres au plan national avec cette édition 2025, 191 823 candidats sont en lice. Ils sont prépartis dans 1192 centres à travers le pays, 1192, et puis 6395 salles de classe ont été aménagées pour les besoins des épreuves. 12 790 surveillants mobilisés également et 6 705 secrétaires mobilisés. À Bambey, je vous disais, 2819 candidats, dont 1768 filles, sont attendus dans 17 centres avec 18 jurys dans le département. Pour éviter la fraude et le port de téléphone portable, chaque centre abrite une salle à bagages. C'est ce que nous a dit Sophie Mar, l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Bambey, qui invite les parents à accompagner les enfants dans cette épreuve. Je vous propose de l'écouter. Elle est interrogée par Babacar Diouf à Bambey. Qui va démarrer demain. Tout est fin prêt par rapport à l'organisation. Hier, nous avons rencontré les présidents de jury. Et nous avons discuté ensemble par rapport au déroulement de l'examen. Nous avons fait aussi la même chose aujourd'hui avec les chefs de centre pour l'organisation matérielle donc de cet examen-là. Sur le Bambey, nous avons 2819 candidats. Nous avons 1768 filles et 1051 garçons. Ils sont répartis donc dans 17 centres avec 18 jurys. Maintenant, par rapport aux correcteurs, nous avons 265 correcteurs, 63 surveillants et 63 secrétaires et 268 surveillants. Nous en avons parlé avec les chefs de centre. Donc dans chaque centre, il y aura une salle où les candidats vont mettre les sacs au niveau de ces salles-là pour éviter qu'ils entrent dans les centres d'examen, dans les classes d'examen avec les sacs. Surtout aux parents de réveiller très tôt les enfants, de leur donner un petit déjeuner et de les accompagner si possible au niveau de leur centre pour éviter donc qu'ils soient en retard, surtout parce que lors de l'examen, on n'attend pas les retardataires.
Un autre titre de cette édition que nous allons développer, certains membres de la société civile en phase avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, après son discours rassembleur pour la paix sociale dans le pays, une sortie qui coïncide avec l'initiative du programme Sakhal Jam après les douloureux événements post-électoraux. Le sujet est signé Pape Faraning. La sortie fracassante du Premier ministre qui a attisé le climat politique, le chef de l'État a montré une posture plus responsable en prononçant un discours de paix. Cette initiative a été saluée par certains membres de la société civile. Parce que ça, vraiment, nous sommes très en phase avec le président de la République pour dire que nous devons tous travailler à consolider la paix sociale afin que les problèmes que nous avons, qui ont nos chômage, vraiment difficultés économiques, difficultés donc sociales, etc., problèmes de sécurité, que toutes ces questions-là puissent être réglées. Nous avons véritablement accueilli avec joie le discours du président de la République, qui a parlé comme un président de la République, qui a réagi également comme le père de la nation. Et je pense que c'est ça qu'on attend. Ça donne des garanties. Ça donne des garanties qu'aujourd'hui, l'État est là. Mais aujourd'hui aussi, il faut qu'il y ait une participation citoyenne pour que véritablement qu'on puisse vivre cette démocratie-là. En phase avec le président de la République, l'initiative Sakhal Jam est intervenue à point nommé après les douloureux événements post-électoraux. Nous avons pratiquement presque touché le fond. Nous avons vécu une situation très difficile. Malgré qu'il y a eu une alternance donc, en 2024, on a vu que les tensions donc, politiques sont toujours là dans le pays, les tensions persistent. Donc dans le cadre du programme Sakhal Jam, nous essayons de prévenir ces tensions et de leur trouver des solutions. Mais au-delà des tensions politiques, il y a également d'autres questions. Les questions de sécurité au niveau de nos frontières. Ce qui précède de l'élection, vraiment, a été véritablement une tension sociale extrêmement exacerbée par véritablement beaucoup de conflits sur le plan social, sur le plan politique. Pour réussir ce pari, les parlementaires doivent être mieux outillés afin de pouvoir contrôler efficacement les actions gouvernementales. Dans le cadre de ce programme Sakhal Jam, il y a, c'est vrai que même si l'objectif du programme est de travailler à la prévention des conflits, à la cohésion sociale, mais nous avons estimé que si on veut aujourd'hui prévenir les conflits, si on veut travailler pour, disons, renforcer la cohésion sociale, nécessairement il va falloir également prendre en compte vraiment les préoccupations donc, des députés. Parce que les députés sont des représentants donc, du peuple. Ils sont à l'Assemblée et comme vous le savez, l'Assemblée est un haut lieu vraiment donc, de débat démocratique. Ces organisations de la société civile sillonneront le pays afin de former et sensibiliser les populations pour consolider la paix au Sénégal. Et puis on vous parlait également de cette polémique au Grand Théâtre de Dakar avec le directeur général Serigne Gueye Fall qui avait interdit à son personnel le port de perruques, greffage et l'usage de dépigmentation. Face au tollé suscité par la note de service, il a fait machine arrière. Mais pour le syndicat du personnel du Grand Théâtre, le vrai problème est ailleurs. Le licenciement de 23 agents. Pour plus de détails, ce reportage avec Habib Faye. Coup de tonnerre, puis volte-face au Grand Théâtre de Dakar, le directeur Serigne Gueye Fall avait pris une décision jugée autoritaire, interdire le port de perruques, de greffage capillaire et l'usage de la dépigmentation chez le personnel. Mais sous la pression des critiques, il a finalement retiré sa note. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été vives. Beaucoup ont qualifié cette mesure de dictatoriale, dénonçant une atteinte à la liberté individuelle. Puisqu'il l'a retiré, c'est bien. On ne pouvait pas laisser passer. Il est impossible d'interdire la dépigmentation et le port de perruques. Mais comme on est dans un pays laïque, tout le monde n'est pas musulman. Il doit savoir que nous sommes dans un pays laïque. Il ne peut pas interdire le port de perruque et la dépigmentation. Nous vivons dans un pays régi par des lois. Face à la polémique, Serigne Gueye Fall a pris la parole ce matin pour s'expliquer. Le Grand Théâtre est une structure culturelle qui promeut le patrimoine et la diversité culturelle. Et dans notre mission, à la 4e position,
il y a ce qu'on appelle la promotion de la pensée. Une décision saluée par certains observateurs. Non. Je pense que si par exemple à chaque fois que vous prenez une décision, qu'il y ait une clameur des réseaux sociaux, vous retirez, je pense qu'il n'y aura jamais de solution. Pour le syndicat, le retrait du communiqué ne règle pas tout. Le licenciement des 23 agents reste au cœur de la colère du personnel. Le retrait de ce communiqué ne nous concerne pas. L'essentiel pour nous, ce sont les 23 agents qu'on a licenciés et ils ont des CDI. C'est de ça qu'il faut parler pour que ces jeunes-là puissent revenir travailler. Au Grand Théâtre de Dakar, la tension reste donc palpable entre gestion de l'image et revendications sociales. Les militaires invalides sont montés au créneau pour réclamer leur juste part après une collecte de fonds. Ils veulent la même part, le même montant que les blessés graves, soit 1 million de francs CFA. Ils interpellent le chef de l'État pour obtenir gain de cause. Ils étaient face à la presse ce matin. Koutaï Fall est le président du CAMIS. Ses propos recueillis par Pape Faragning. Cette situation et sollicitons son intervention. Nous demandons que le même montant soit payé aux autres car à l'entame de la campagne, aucune distinction n'était faite sur la famille des invalides. Nous précisons également que nous avons été associés à cette décision, que nous n'avons pas été associés à cette décision et que nous n'accepterons pas un paiement au-delà de ce qui a été octroyé aux autres. Nous demandons solennellement au président de la République de prélever sur le fonds OPEX les sommes nécessaires pour payer chaque invalide la somme de 2 millions de francs CFA parallèlement aux grands blessés. On a initié cette campagne au profit des invalides et non à une catégorie des invalides. C'est possible car les colonels en retraite reçoivent mensuellement depuis 2021 la somme de 100 000 francs payée illégalement par l'intendance des armées sur aucune base, aucune loi de finances ne l'autorise. Nous prenons à témoin le peuple sénégalais qui nous doit une totale reconnaissance. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Après les militaires invalides, parlons de la colère des commerçants, importateurs de produits de la sous-région, des opérateurs économiques qui dénoncent les tracasseries douanières, l'augmentation des dédouanements. Ils se sont réunis à Thiès pour fustiger l'attitude des autorités. Selon eux, les taxes sur les produits périssables sont passées de 300 000 francs à 1 060 000 francs CFA. Ces opérateurs économiques sont dans le désarroi. Certains sont en chômage et des milliers d'emplois sont menacés. Le reportage est signé Cheikh Anta Diop, Cheikh Latir dans la capitale du rail. Les Sénégalais de la sous-région se sont retrouvés à Thiès pour une meilleure organisation de leur structure. Une occasion pour alerter les autorités sur leurs difficultés. Difficultés liées à la tracasserie douanière le long du corridor. GIE des Sénégalais de la sous-région. Nous, on travaille pour les produits périssables, comme on le dit, les madres, les mangues et consorts. Crus, la patate, et le tamarin, et tout produit qui quitte dans la sous-région, les produits ramassables, et on aille le chercher pour l'amener dans ce pays-là, pour combler le gap. Vraiment, ces derniers temps, on souffre à cause des douaniers. On a tout augmenté, on a triplé les dédouanements, surtout au niveau de Kidira et de Moussala. Tous les produits qui viennent du Mali et consorts, Burkina, Nigeria, on s'est levé un jour, on a augmenté tous les dédouanements. Au lieu de faire ça 2%, ils ont fait ça 10%. Ils ont tous augmenté. Compte tenu de la situation, ces commerçants et importateurs demandent à l'État, surtout au directeur de la douane, de revoir les taxes sur les marchandises. On demande le président de la République et son premier ministre, le directeur de la douane et le DOD, pour qu'ils puissent recevoir ce GIE, pour qu'on puisse discuter des problèmes de dédouanement. C'est excessivement cher. Le travail qu'on fait, c'est dur.
On ne peut pas laisser ça parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. Le secteur est dans le gouffre, disent-ils, et des milliers d'emplois sont menacés. Série de manifestations contre la confiscation des forages. Cela fait suite à une réforme dans la gestion des forages en milieu rural. Les populations du département de Kanel disent niet au gouvernement, réalisé en majeure partie par leurs immigrés établis à travers le monde. Les populations accusent le gouvernement de vouloir confisquer un investissement qui leur appartient. Les populations de Tchempeng et Wodobere ont tenu à manifester leur désaccord et c'est dans ce reportage signé Ali Bandelnian. La reprise du processus d'affermage des forages dans le périmètre de la SDR fait couler beaucoup de salive en ce moment dans la région de Matam. Les populations de nombreuses localités manifestent leur opposition à la réforme portée et soutenue par le gouvernement. À Tchempeng, les populations se sont retrouvées au forage pour rendre public leur désaccord. Nous sommes des Sénégalais comme tout le monde. Avant de faire quoi que ce soit, il faut négocier avec la population. C'est la population qui est là. Nous, on est là, nous sommes des Sénégalais comme tout le monde. Il faut négocier avec les gens, mais vous seulement on va récupérer et puis on va faire le mètre cube à 250. Nous, on fait un mètre cube à 200. Et puis, les écoles ne payent pas, les postes santé ne payent pas, les mosquées ne payent pas. Les cimetières ne payent pas. Eux, ils disent s'ils viennent, ils vont faire le mètre cube à 250, les maisons. Ce qui reste, ils vont faire 400, 300, je ne sais pas. Nous, on ne peut pas accepter ça. Et puis, ce qui est entre nous, la solidarité qui est entre nous, c'est nous qui connaissons ce qui est dans la réalité du Fouta. Nous, on est dans le Fouta, on est dans le Fouta, on connaît ce qui se passe dans le Fouta. Non loin de Tchempeng, les habitants de la commune de Wodobere dans le département de Kanel ont embouché également la même trompette. Les populations de cette ville du Dandemayo aux deux forages réalisés par les émigrés rejettent systématiquement la réforme. Alors, pour plusieurs raisons. Parce que le forage dont on parle, c'est notre forage à nous. C'est un outil de travail qu'on a besoin. Et donc c'est notre forage qu'on a géré depuis très longtemps, qui a été géré par un professionnel, un comptable expert, donc qui l'a géré pendant des années. Et donc on ne voit pas pourquoi l'État n'a qu'un seul remède pour venir nous confisquer ce forage et prendre ce forage-là. Mais ce qui me frappe, c'est que la SDR, lorsqu'on buvait l'eau du barigot, ils étaient où? Lorsqu'on buvait l'eau des marécages, ils étaient où? Lorsqu'on buvait l'eau du fleuve, ils étaient où? Et maintenant, on fait en sorte que le village soit développé avec nos propres moyens et l'État n'a qu'un seul souci de venir nous confisquer notre forage. Pourquoi? On est absolument contre et on dit non au nom du village, au nom de la population, au nom de la diaspora et au nom du comité de forage. On dit non. Et non et non. Toutefois, il faut relever que beaucoup d'autres villages approuvent la réforme. Après les grandes villes de Ourossogui et de Kanel, plus de 15 autres localités s'impatientent de recevoir la SDR. La société de production et de distribution de l'eau qui a déjà fini de faire ses preuves à Ourossogui. Ali Bandelnian, ce mardi 15 juillet coïncide avec l'an 6 de la disparition d'Ousmane Tanor Dieng. À l'occasion de cette commémoration, la famille socialiste est revenue sur l'héritage politique de l'ancien patron du Parti socialiste. Abdoulaye Wilane s'est également prononcé sur la situation politique du pays. Je vous propose de le suivre. Ce qui reste de Ousmane Tanor Dieng, c'est cette perspective de retrouvailles sincères de la famille senghorienne, de la famille socialiste, mais au-delà de la gauche. Souvenez-vous, il a fini sa vie en tant que membre de l'Alliance mondiale des progressistes, après avoir été membre du comité éthique de l'international socialiste. Et ce qui reste de son héritage, c'est que les jeunes, les femmes et les personnes âgées, dans le cadre d'une symbiose, d'une solidarité, puissent se remettre en cause, puissent moderniser et adapter notre façon de faire de la politique, notre façon de servir le Sénégal à partir du parti, mais également de nous dépasser et d'aller à la rencontre des autres. Souvenez-vous du Parti socialiste à Benno Bokk Yakaar, en passant par le CPC, par le CPA, par le Front Siggil Sénégal. Ousmane Tanor Dieng nous a laissé des balises fortes qui font qu'aujourd'hui, toute la famille de Senghor, la gauche classique, LD, AJ, PIT, bref, le CDS, nous devons nous remettre en cause, comprendre que le temps
de la vie est très court et que ce qui nous attend aujourd'hui, au regard de la situation dans laquelle nous vivons et des défis auxquels nous faisons face, et surtout du caractère angoissant des actes posés ça et là par ceux qui sont aux responsabilités, nous devons nous remettre en cause, nous oublier. Ousmane Tanor Dieng, rappelé à Dieu le 15 juillet 2019 en France. Il repose à Nguyen, paix à son âme. Le nouvel évêque du diocèse de Saint-Louis a été installé dimanche sur son siège épiscopal à la cathédrale de la ville. C'est au lendemain de son sacre. Cet acte marque le début effectif de son ministère épiscopal. Compte rendu de cette cérémonie religieuse signé Daniel Diouf, Ababakar Kamara, nos envoyés spéciaux à Saint-Louis. La prise de possession canonique, tout en rituel auquel se conforme un nouvel évêque. Il lui permet d'effectuer son entrée officielle dans sa cathédrale. Ici à Saint-Louis, son Excellence Monseigneur Augustin Simen Ndiaye a sacrifié au rituel ce dimanche au lendemain de son sacre, reçu par la communauté diocésaine suivant l'usage liturgique pour recevoir un nouvel évêque. Sur le parvis de la cathédrale, il est accompagné du nonce apostolique, l'ambassadeur du Saint-Siège au Sénégal, et de Monseigneur André Gueye, jusqu'ici administrateur apostolique du diocèse de Saint-Louis et archevêque métropolitain de Dakar. Sur ces images, le curé de la paroisse cathédrale lui présente le crucifix qu'il embrasse et l'aspersoir. Il se signe de l'eau bénite et en asperge à l'assemblée, un geste qui rappelle la mission de sanctification de l'évêque. Puis, le nouvel évêque est conduit dans l'église pour se recueillir devant le baptistère. Le Saint-Sacrement est sur la tombe de ses prédécesseurs. À la suite de cette étape, le peuple de Dieu reçoit son évêque accompagné du presbytérium et des confrères dans l'épiscopat. La lettre apostolique du pape est présentée à l'Assemblée. Par ce document officiel, le Saint-Père mandate le nouvel évêque pour gouverner le diocèse. En acceptant cette mission, l'évêque manifeste publiquement sa communion avec le successeur de Pierre et son engagement à guider le peuple de Dieu dans la fidélité au magistère de l'Église. Le moment fort du rite survient lorsque le nonce apostolique et l'archevêque métropolitain de Dakar conduisent l'évêque à la cathèdre, son siège dans la cathédrale. Crosse à la main, il reçoit ainsi les pleins pouvoirs de sa mission. Dès lors, Monseigneur Augustin Simen Ndiaye prend possession canonique du diocèse de Saint-Louis, investi de la triple mission d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. L'autre temps fort de cette cérémonie, la présentation des obédiences. Prêtres, religieuses, religieux, jeunes, mouvements à foulard, instituts religieux, laïcs, entre autres, s'avancent tour à tour vers leur nouvel évêque pour lui serrer la main, signe de respect, de fidélité et de communion. Sur cet autel est désormais actée la succession. Monseigneur André Gueye, l'administrateur apostolique et archevêque métropolitain de Dakar, passe le témoin à Monseigneur Augustin Simen Ndiaye. La cérémonie s'est poursuivie par la célébration de la messe de prise de possession, présidée par le nouvel évêque de Saint-Louis lui-même. Le diocèse de Saint-Louis qui couvre les régions administratives de Saint-Louis, Louga et une partie de Matam. Il a été érigé en 1966 alors que son Excellence Monseigneur Augustin Simen Ndiaye n'était âgé que de 7 ans. Et surtout, n'oubliez pas de porter le diocèse de Saint-Louis en prière. La fête nationale française célébrée ce 14 juillet à Dakar. Les autorités sénégalaises et françaises ont réaffirmé leur volonté de renforcer leurs liens. Le directeur de cabinet du président de la République, Mary Teuw Niane, a appelé à réinventer le partenariat entre les deux pays pour mieux répondre aux défis du monde actuel. L'ambassadrice Christine Fage a pour sa part annoncé le retrait des emprises militaires françaises dans 3 jours, soit vendredi prochain. Plus de détails dans cet élément signé Fatima Touré et Modou Diop.
La fête du 14 juillet a été célébrée dans une ambiance conviviale à la résidence de France à Dakar, en présence de plusieurs personnalités, mais l'événement a surtout été marqué par des échanges diplomatiques de fond. Le directeur de cabinet du président sénégalais, Mary Teuw Niane, a appelé à réinventer le partenariat entre Paris et Dakar pour mieux répondre aux enjeux actuels. Face à des contextes nationaux nouveaux, des populations plus exigeantes, et des situations régionales et internationales particulièrement complexes, le Sénégal et la France doivent réinventer leur partenariat et saisir les nouvelles opportunités qui existent dans un environnement que nous voulons voir comme stimulant, quoique difficile. De ce point de vue, les questions prioritaires d'adaptation au changement climatique, de sécurité et de gestion des migrations, entre autres, constituent des défis majeurs que nous sommes appelés à relever ensemble. L'ambassadrice a salué la qualité des relations bilatérales et annoncé le retrait des emprises militaires françaises dans 3 jours. Conformément aux orientations établies dès 2022 par le président de la République, la France va restituer au Sénégal les emprises militaires des éléments français du Sénégal dans 3 jours. Cette reconfiguration ouvre la voie à de nouvelles modalités de coopération en matière de défense et fondée sur un respect mutuel et un principe de complémentarité, garantissant la souveraineté des intérêts de nos 2 pays. D'abord sur le plan de nos collaborations en matière de formation, ensuite en renforçant l'interopérabilité de nos armées grâce à notre coopération technique, animée par le travail de nos coopérations militaires français et sénégalais. Elle a également réaffirmé l'engagement de la France à accompagner le Sénégal dans ses priorités de développement. Ce dialogue, la France et le Sénégal l'ont voulu franc, équilibré et assumé. Franc, car il nous permet de remettre à plat l'ensemble de notre coopération pour identifier ce que l'on veut continuer, approfondir, transformer ou arrêter. Équilibré, car il se veut gagnant-gagnant au service des intérêts de la souveraineté de nos 2 pays et assumé auprès de nos populations respectives comme de celles que nous avons en commun. Les 2 pays affichent ainsi leur volonté commune de bâtir une coopération renouvelée et équilibrée. Les BRICS, une organisation pertinente pour la redéfinition de l'ordre international. L'ambassadrice de l'Afrique du Sud l'a déclaré dans une interview exclusive accordée à la TFM, la télévision Futur Média. Un entretien spécial à suivre ce soir sur cette antenne. Donc, morceau choisi. The smaller guys, if you like, able to. Et on peut aussi parler des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud, qui est un groupe de 5 entités qui cherchent à améliorer ensemble leur économie ou bien accroître leur économie en posant des politiques. Mais aussi il faut reconnaître qu'il y a des réformes qui doivent être faites, des stratégies qui doivent être revues ou bien révisées pour une meilleure prise en charge ou un meilleur fonctionnement de nos préoccupations en tant que pays africain, mais aussi en tant qu'acteur dans ce nouvel ordre mondial. Et aussi, il faut reconnaître que l'Afrique du Sud fait la promotion de tout ce qui est multilatéralisme. On ne se focalise pas seulement sur tout ce qui est relations bilatérales, mais on tend à avoir des relations variées et diversifiées entre les puissances qui dirigent ce monde aujourd'hui. Et à travers ce multilatéralisme ou bien cette philosophie, on aspire vraiment à atteindre une certaine croissance économique. Et il faut reconnaître que l'Afrique du Sud est un pays qui est parfois obsédé entre guillemets par ce qu'on appelle l'élimination des inégalités, et c'est peut-être dû à notre histoire en tant que pays qui a vécu l'apartheid, qui a été sous régime vraiment inégalitaire ou bien ségrégationniste par rapport à une certaine communauté, d'où notre intérêt pour essayer d'éradiquer tout ce qui est inégalité et contribuer à avoir un monde meilleur. It kind of gets together at some stage and maybe it will happen. That's what we're hoping.
La page des sports pour boucler cette édition en provenance du Slavia Prague. El Hadji Malick Diouf rejoint West Ham United en Premier League anglaise pour 5 saisons. Le latéral gauche des Lions prend la suite de Cheikhou Kouyaté dans ce club et espère marquer le championnat anglais, continuer sa progression et soulever plusieurs trophées. Cheikh Sadibou Diarra signe le compte-rendu avec Ibrahima Kane. Un nouveau Sénégalais à West Ham United. El Hadji Malick Diouf va découvrir la Première Ligue anglaise cette saison. L'arrière-gauche de 20 ans arrive de Slavia Prague de la République tchèque contre un chèque de 22 millions d'euros. Je suis très heureux de relever ce nouveau défi. C'est une progression pour ma carrière et je suis impatient. J'ai choisi West Ham après avoir parlé avec le coach. Son projet m'a convaincu. Je peux évoluer comme ailier ou même latéral gauche comme d'habitude. J'en ai parlé avec Cheikhou Kouyaté. Il m'a beaucoup parlé du club. Il reste très présent. Il pousse l'équipe même depuis les tribunes. C'est vraiment une bonne personne. Avec un contrat de 5 saisons, El Hadji Malick Diouf, qui va porter le dossard numéro 12, espère remporter plusieurs titres avec les Hammers. En Premier League, il faut avoir la personnalité. Chaque match est difficile. Ça ne sera pas comme à Slavia Prague. Il faut y aller étape par étape, rester fort pour être prêt chaque week-end. Je suis très heureux d'être ici. Je pense qu'on peut faire une belle saison et j'espère gagner beaucoup de titres. Brillant avec le Sénégal face à l'Angleterre en juin dernier, El Hadji Malick Diouf attise déjà la curiosité et les attentes des supporters de West Ham. Parlons des Navétanes avec des Navétanes dans un esprit de fair play et sans violence à Sébikotane. C'est la grande attente de l'association Sébila Dek par l'intermédiaire de son président Ahmed Ndoye, parrain d'un tournoi d'avant-saison. Elle réclame aux autorités de Sébikotane d'aider la jeunesse locale pour jouer sur des terrains annexes, sur le terrain annexe à Diamniadio, sans oublier la matérialisation de la promesse de stade. Suivons le président de l'association au micro de notre confrère Ibrahima Faye. À quelques jours du début des Navétanes au Sénégal et à Sébikotane plus particulièrement, nous demandons à tout le monde de tout faire pour une saison sans violence. C'est ce que Sébikotane mérite. Nous lançons un appel aux ASC, aux supporters et autres amoureux du football de venir au stade avec l'esprit fair play comme lors de ce tournoi. Aux autorités locales, nous demandons de tout faire pour permettre aux Navétanes de se dérouler au terrain annexe du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Autre attente des autorités, l'érection d'un stade à Sébikotane. Cette jeunesse, ces talentueux footballeurs méritent un stade que les autorités avaient promu depuis l'année dernière. Presque toutes les localités ont un stade sauf Sébikotane. Pour la promotion du MMA, le taekwondo ITF et le Hapkido ainsi que le Samado, l'Académie des arts martiaux a organisé la 2e édition de son tournoi Open. L'objectif, permettre aux pratiquants de tester leurs connaissances, combattre et acquérir de l'expérience. J'y arrive. Le compte-rendu est signé Cheikh Sadibou Diarra, Amadouba à la caméra. Des pratiquants de 4 différents arts martiaux ont eu un cadre pour mesurer leurs aptitudes. C'est à l'occasion de la 2e édition de l'Open de l'Académie des Budoka. Un tournoi qui comprend 4 disciplines, le MMA, le taekwondo ITF, le Hapkido et le Samado. Donc il s'agit d'arts martiaux émergents qui ont besoin de promotion au Sénégal. Et ce tournoi participe à cet objectif de promouvoir ces arts martiaux. Parce que pour un Budoka, l'entraînement et le passage de grade ne suffisent pas pour combattre. Donc c'est à travers ces tournois qu'ils peuvent s'entraîner, qu'ils peuvent combattre et acquérir de l'expérience. Les arts martiaux, une école des valeurs fondamentales. Aux initiateurs qui, au-delà du manque de moyens,
ils ont quand même été animés par une forte détermination pour naturellement organiser cela, pour former la jeunesse sénégalaise. Je dirais même pas la jeunesse de Dakaroise, mais c'est la jeunesse sénégalaise qui est forcément formée dans ce sens-là, pour qu'il ait, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux 3 ou 4 principes qui fondent un peu les arts martiaux, qui sont la maîtrise de soi, la discipline et la technicité. Un triptyque formateur pour le Budoka et l'homme derrière le pratiquant. Merci, bonsoir. C'était le journal. Toutes nos excuses pour la seconde partie de Soir d'Info. L'invité a fait faux bon. Merci, bonsoir.